Pendant des années, la Russie était vue comme possédant l'une des armées et forces aériennes les plus modernes au monde. Alors que l'Occident possède le F-22 et le F-35 et que la Chine a le J-20, la Russie dispose du Su-57 Felon. Sur le papier, c'est un chasseur furtif de 5e génération construit sur le génie soviétique, forgé par des décennies de maîtrise aérospatiale et le désir de surpasser les conceptions américaines. Moscou qualifie le Su-57 de joyau de la couronne des forces aérospatiales russes. Les médias d'État le qualifient de révolutionnaire. Un général russe a même affirmé qu'il était sur le point de devenir le tout premier chasseur de 6e génération au monde. Mais cette histoire commence à sembler pleine de failles, car le Su-57 n'est pas un joyau de la couronne, c'est une illusion soigneusement entretenue. Et cela est confirmé par des statistiques réelles, des données et des expériences, y compris celles du créateur du Su-57, le constructeur aéronautique russe Sukhoi, dans ses propres dépôts de brevets. Il s'avère que le Su-57 est peut-être tellement survendu qu'il détient un record pour le plus grand nombre d'idées fausses concernant ses performances et ses capacités. Aujourd'hui, nous allons détruire cette illusion. Mais avant d'entrer dans les chiffres, définissons exactement ce qu'est censé être un chasseur de 5e génération et, plus important encore, en quoi il diffère de ce qui l'a précédé. Parce que pour comprendre à quel point le Su-57 est en dessous, il faut d'abord comprendre la norme à laquelle il est comparé. Les chasseurs de 4e génération sont des appareils comme le F-15, le F-16, le MiG-29 et le Su-27. Techniquement, ils représentent le sommet de la pensée aéronautique de la guerre froide. Conçus dans les années 60 et 70, ils sont rapides, très maniables et capables de transporter un arsenal impressionnant d'armes. Pendant la guerre froide, le principe pour les avions était que plus c'est gros, mieux c'est, et que des armes visibles pouvaient suffire à intimider l'adversaire pour tenter de le pacifier sans avoir à utiliser l'équipement coûteux. Cela est encore compliqué par le fait que les radars et les systèmes de détection dans leur ensemble en étaient encore à leur début après les 2 guerres mondiales. Le concept de section efficace radar était intéressant, mais ce n'était pas quelque chose que les avions de chasse priorisaient activement. Au lieu de cela, les avions de 4e génération transportaient leurs missiles et bombes sur des pylônes externes, qui sont visibles par les radars et augmentent la signature globale de l'appareil. Les systèmes radars reposaient sur d'autres principes, probablement car nous ne connaissions pas de meilleure technologie à l'époque. Ainsi, un radar de 4e génération envoyant des signaux vers l'extérieur annonçait également sa propre position à toute personne disposant du bon équipement. Et même si ces avions peuvent être modernisés avec une avionique plus performante, voire des systèmes entièrement numérisés et des radars plus récents, ils ne peuvent pas être fondamentalement repensés autour de la furtivité. Car la furtivité n'a jamais été intégrée à la géométrie de leurs cellules dès le départ. C'est la limite de l'aviation de 4e génération. Vous pouvez peindre une porte de grange avec un matériau absorbant les ondes radar, mais cela reste une porte de grange. Maintenant, la 5e génération change complètement la donne en matière de furtivité. Tout d'abord, une très faible surface équivalente radar est obtenue grâce à la forme de la cellule et aux matériaux utilisés dès la phase de conception. L'appareil doit être quasiment invisible au radar dès que le premier plan est dessiné. Deuxièmement, la plupart des appareils possèdent des soutes à armement interne, afin que lorsqu'ils transportent effectivement des missiles et des bombes au combat, cette faible signature radar soit préservée. Troisièmement, un radar AESA, avancé fonctionnant en mode faible probabilité d'interception, ce qui signifie qu'il peut détecter l'ennemi tout en minimisant ses propres émissions radar, en opérant par courtes rafales coesioko à saut de fréquence, extrêmement difficile à détecter et à suivre. Quatrièmement, et c'est sans doute le plus important, il y a le principe appelé fusion de capteurs, ou la capacité de recueillir des données provenant de plusieurs capteurs embarqués et externes, et de présenter au pilote une image unique, intégrée et cohérente du champ de bataille, plutôt que de l'obliger à faire mentalement la synthèse des informations provenant d'une demi-douzaine d'écrans séparés. Enfin, les avions de 5e génération n'ont pas été conçus pour fonctionner seuls. Leur capacité d'intégration en réseau signifie qu'ils peuvent partager des données de ciblage entre eux, recevoir des mises à jour d'autres plateformes et servir de nœud de communication et de commandement pour les autres avions de la flotte. Ces 5 piliers, la maniabilité, la vitesse, la connaissance de la situation, la furtivité avancée et la connectivité, décrivent succinctement comment les avions de 5e génération ont provoqué un tel choc lors de leur introduction. Et pour la plupart,
le F-22 et le F-35 ont été conçus pour soutenir tous ces piliers. Mais le Su-57 russe ne remplit en réalité pas la plupart des critères qui lui permettraient d'être qualifié d'avion de 5e génération, et encore moins de quelque chose de supérieur. Pour le prouver, commençons par la furtivité, qui est sans doute la caractéristique principale des avions de chasse et des avions polyvalents modernes. C'est ici que l'histoire autour du Su-57 commence à s'effondrer. Nous n'avons pas besoin de nous fier aux estimations des renseignements occidentaux ou aux évaluations de l'OTAN. Nous pouvons utiliser les propres mots de Sukhoi. Dans les dépôts de brevets soumis par le bureau de conception Sukhoi lui-même, le Su-57 est décrit comme ayant une section équivalente radar frontale, comprise entre 0,1 et 1 mètre carré. Le Club Aviation Geek a précisément expliqué ce que signifient ces chiffres en pratique. Certains experts en aviation affirment que la plage de SR est comparable à celle d'un FA-18 Super Hornet, dépourvu de charges externes, ou d'un missile de croisière Tomahawk. Aucune de ces plateformes n'a jamais été présentée comme un avion furtif. Boeing n'a jamais qualifié le Super Hornet de chasseur furtif de 5e génération. Et pourtant, c'est la signature radar que le joyau de la couronne russe revendique. Comparez cela maintenant au F-35. Le F-35 Lightning II a une section équivalente radar frontale d'environ 0,001 à 0,005 m², soit à peu près la taille d'une balle de golf. Le propre brevet du Su-57 indique que sa signature radar peut être jusqu'à 1000 fois plus grande que cela. Prenez un instant pour réaliser l'ampleur de cette différence. Dans un véritable engagement, le radar du F-35 pourrait détecter le Su-57 à une distance 6 à 10 fois supérieure à celle à laquelle le Su-57 peut détecter le F-35. Et dans un combat aérien, celui qui voit l'ennemi en premier contrôle l'engagement. Comparé au F-35, le Su-57 entre pratiquement à l'aveugle dans un combat dont il ne sait même pas s'il a commencé. Et les exercices le confirment. L'US Air Force a organisé des exercices d'entraînement au combat de premier plan. Le Red Flag 17 contre l'opposition simulée la plus sophistiquée disponible. Lors de ces exercices, le F-35 a enregistré un ratio de victoire de 20-1 contre des chasseurs modernes de 4e génération, soutenus par des AWACS et des systèmes de missiles solaires. Aviation Geek Club va encore plus loin et suggère un ratio de victoire de 28-1 en faveur du F-35 contre des systèmes très similaires à ceux du Su-57. C'est un désavantage terrible lorsqu'il faut 28 de vos chasseurs les plus avancés pour abattre un seul équivalent américain. Il y a aussi un problème possible avec le moteur de l'appareil. Le chasseur Su-57 utilise actuellement le turboréacteur à post-combustion Saturn AL-41F1, un moteur essentiellement hérité du Su-35 et qui n'a jamais été conçu comme solution pour ce modèle. La motorisation prévue, l'Isdelier 30 ou AL-51F1, était censée offrir de véritables performances de 5e génération, une signature infrarouge réduite, une meilleure efficacité énergétique pour une supercroisière soutenue, ainsi que la marge de poussée nécessaire pour de véritables manœuvres à ces vitesses. Ce moteur est en développement depuis plus de 10 ans, et n'est entré en phase d'essai en vol qu'à la fin de 2017, après de nombreux retards. Il n'est toujours pas produit en masse, ce qui signifie que la Russie n'a pas encore de moteur de 5e génération pour sa flotte. L'expert en aviation Valery Romanenko, s'exprimant auprès de The New Voice of Ukraine, a identifié une autre lacune majeure dans l'intégration du Su-57, avec les systèmes de commandement et de contrôle, suggérant qu'il est loin d'atteindre le niveau des plateformes occidentales de 5e génération. Le F-35 est essentiellement un nœud de capteurs aéroportés, partageant en continu des données sur l'ensemble du champ de bataille et transmettant des informations de ciblage à d'autres avions, navires et forces terrestres en temps réel. Les capacités réseau-centriques du Su-57 sont nettement en retard par rapport à cette norme. Mais le problème avec cet avion ne concerne pas seulement la conception furtive, la connectivité ou son moteur. Il s'avère que le Su-57 est peut-être tellement furtif que les médias occidentaux n'arrivent pas à les repérer sur les bases aériennes russes. Et la raison en est assez simple. Il n'y a tout simplement pas tant de Su-57 que ça au départ. Pour mesurer la gravité de la situation pour la Russie, retenez simplement un chiffre. Lockheed Martin à elle seule a livré 191 F-35 en 2025. En comptant tous les programmes de chasseurs occidentaux, y compris les F-35, F-16, F-15 et X Rafale, Typhoon ou Gripen, la production combinée au sein de l'OTAN tourne autour de 290 appareils par an.
Mais l'ensemble de la base industrielle de production de chasseurs de la Russie n'a réussi à livrer que 33 appareils en 2025, et ce chiffre inclut tous les types d'appareils, y compris les Su-34, Su-35, Su-57 et Su-30. Le propre PDG de Rostec a qualifié 2025 d'année record. Donc une production record semble être un peu plus de 30 chasseurs par an. Cela s'explique facilement dès que l'on prend conscience des problèmes structurels et d'infrastructures généralisées du complexe militaro-industriel russe. Par exemple, l'usine de Komsomolsk-sur-l'Amour, dans l'extrême-orient russe, est responsable de la production simultanée du Su-35 et du Su-57. Cela signifie que la capacité limitée de l'usine est partagée entre deux programmes qui se disputent le même espace de production, le même vivier d'ouvriers et la même chaîne d'approvisionnement. La modernisation de cette seule usine est estimée à environ 1 milliard d'euros, soit 1,1 milliard de dollars sur 5 ans, ce que la Russie n'est pas très disposée à financer, alors qu'elle peine à gagner une guerre en Ukraine depuis 4 ans. Même si la Russie finance la modernisation, il n'est pas certain de savoir exactement quand la production pourra être accélérée, ni dans quelle mesure. Le secteur aéronautique subit un manque de capital humain, la Russie ayant déjà signalé un déficit de personnel. 400 000 techniciens et ingénieurs dans le complexe militaro-industriel. Et ce chiffre date de 2022, pendant les premiers mois de l'invasion de l'Ukraine, à une époque où la Russie avait encore un taux de conscription et de pertes relativement modéré dans la guerre. Même si la Russie trouve assez de travailleurs qualifiés et d'ingénieurs pour construire les avions, deux autres problèmes subsistent. Premièrement, l'industrie de l'aviation civile russe fait face à une pénurie similaire, ce qui signifie que les fabricants d'avions militaires et civils se disputent le même vivier de main-d'œuvre. Pire encore, l'aviation civile est dans un état encore plus critique. En 2023, les responsables russes ont annoncé que le pays livrerait 1000 avions commerciaux aux compagnies aériennes russes. À la fin de 2025, à peine une douzaine de ces avions avaient été construits. Ce déficit met une forte pression sur l'aviation civile, au point qu'il est probable qu'ils cherchent à recruter des ingénieurs militaires. Mais deuxièmement, et c'est peut-être encore plus important, même s'il y a quelqu'un pour construire l'avion, il se peut qu'il n'y ait personne pour le piloter. Selon une analyse technique indépendante, il faut environ 3000 heures de pratique pour former un technicien aux systèmes électroniques et avioniques avancés de l'avion. Ce type de formation est presque impossible à réaliser lorsque le pays est en guerre réelle. La Russie doit accélérer ce déploiement, si elle espère un jour faire voler plus de Su-57, et les sanctions ont aggravé chacun de ces problèmes. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie dépendait de l'avionique, de la microélectronique et d'équipements de précision occidentaux. Ces chaînes d'approvisionnement sont maintenant rompues. En 2023 environ, 90% de la microélectronique de la Russie provenait de Chine. Mais ces composants ne sont pas toujours équivalents aux pièces occidentales qu'ils remplacent, et ils arrivent par des canaux tiers à un coût considérablement plus élevé. L'impact est visible dans les chiffres des chasseurs. La production du Su-34 est passée de 9 appareils en 2022 à 11 en 2023, contre un objectif de 17 pour 2025. Pour les Su-35, la Russie en a commandé 15 en 2024, mais n'a réussi à en livrer que 12. Comparez cela à la trajectoire de la production russe de chars, de drones et d'obus d'artillerie, qui a augmenté de 2 à 10 fois depuis l'invasion. Ce contraste montre un point clé. Munitions et blindés peuvent être produits en masse grâce à l'infrastructure industrielle héritée de l'époque soviétique. Les avions de chasse ne le peuvent pas. Ils requièrent des composants usinés avec des tolérances strictes, et toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement affecte tout l'assemblage. La situation devient tellement critique que la Russie aurait tenté de racheter des composants électroniques de qualité militaire qu'elle avait auparavant fournis à l'Inde et au Myanmar. Elle en viendrait à dépouiller les livraisons destinées à l'exportation pour alimenter ses propres chaînes de production nationale. C'est en fait cannibaliser ses propres relations internationales pour rester à flot. Et à travers tout cela, le Su-57 reçoit en réalité les restes, après que les chaînes du Su-34 et du Su-35 aient pris leur part. En 2025, cela s'est traduit par 2 livraisons de Su-57 à l'armée de l'air russe, pour toute l'année. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous publions des actualités et des analyses détaillées chaque jour pour que vous restiez informés. Revenons au Su-57.
Outre les soucis de chaîne d'approvisionnement et de furtivité, la Russie pourrait faire face à un problème difficile à surmonter. Personne n'achète l'avion, empêchant la Russie de faire des bénéfices supplémentaires. Cela renvoie également à la guerre en Ukraine, mais ses racines sont bien plus profondes. Pendant des décennies, les exportations d'armes russes ont constitué un ancrage géopolitique qui séparait l'Occident de l'Orient, le monde capitaliste du monde socialiste. Des pays comme l'Inde, l'Égypte, l'Algérie et le Vietnam ont construit toutes leurs forces aériennes autour du matériel russe. La Russie était leur fournisseur, partenaire de maintenance et filière de modernisation. Et ces relations sont en train de s'effondrer. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les exportations d'armes russes ont chuté de 53% entre la période de 5 ans, allant de 2014 à 2018, et celle de 2019 à 2023. En 2019, la Russie exportait des armes majeures vers 31 pays. En 2023, ce nombre était tombé à 12. Les chiffres par pays sont encore plus accablants. Les exportations russes vers l'Inde ont chuté de 34%, vers l'Égypte de 54%, et vers le Vietnam de façon extraordinaire, de 91%. Ces chiffres reflètent, plus que la pression des sanctions occidentales, les clients potentiels constatent que la Russie progresse à peine dans la guerre qu'elle a déclenchée. Ils hésitent à acheter cet équipement, souvent inférieur aux versions nationales, car les modèles export sont généralement plus faibles, pour protéger les secrets militaires. Mais ce sont les deux grands acteurs qui posent problème à la Russie. L'Inde et la Chine représentaient ensemble 55% des exportations d'armes russes entre 2020 et 2024. Aujourd'hui, les deux cherchent ailleurs. L'Inde a annulé des achats, retardé des paiements et prévoit activement de moderniser ses avions d'origine russe sans la participation de la Russie, excluant ainsi Moscou de toute source de revenus liée à la maintenance et à la modernisation. Ce changement a laissé la place à un nouveau fournisseur. La Chine est intervenue pour combler le vide laissé par la Russie, en proposant des plateformes moins chères, des conditions politiques minimales et des offres commerciales attractives. Pékin s'impose agressivement sur le marché que la Russie délaisse. Le JF-17 Thunder, développé conjointement avec le Pakistan, a trouvé des acheteurs dans de nombreux pays en développement. Le JDXC suscite un vif intérêt de la part de pays qui, auparavant, auraient opté par défaut pour une solution russe. Et cette dynamique est renforcée par la guerre en Ukraine elle-même, où les limites de la puissance aérienne russe ont été diffusées en temps réel à tous les pays du monde. Les pays qui toléraient autrefois les retards de livraison russes et les insuffisances de capacités faute d'alternatives viables découvrent désormais qu'il existe d'autres options, et la Chine s'assure qu'ils en soient informés. Dans ce contexte, le programme d'exportation du Su-57 était essentiellement terminé avant même d'avoir commencé. L'Algérie a reçu 2 avions sur une commande de 14. L'Inde a quitté l'initiative de développement conjoint en 2018 pour des raisons de coût et de capacité. Mais qu'en est-il de l'Ukraine ? Sûrement, sur la véritable ligne de front, les Su-57 font sentir leur présence en tant qu'appareils les plus avancés et redoutables de la flotte aérienne russe. Mais en réalité, la réaction a été pour le moins mitigée. Selon la majorité des analystes militaires mondiaux, la Russie n'a pas obtenu la supériorité aérienne sur l'Ukraine, alors que l'adversaire utilise des avions similaires, mais plus anciens et en moins bon état. L'Ukraine a même revendu une partie de ses avions à la Russie pour régler certaines de ses dettes énergétiques en 1999. Non, le Su-57 a été remarquablement absent des opérations significatives au-dessus de l'espace aérien contesté. L'ancien pilote de UA-18 Growler Adam Demude a évoqué les frappes israéliennes contre les défenses aériennes iraniennes. Celles-ci ont été menées par des F-35I sur plusieurs jours, les avions israéliens revenant à peine éraflés. Elles ont illustré ce qu'est réellement la puissance aérienne rendue possible par la furtivité. Selon lui, l'OTAN pourrait mener ces mêmes missions contre les défenses aériennes russes, et les vols suivants ne rencontreraient aucune opposition significative. Mais la Russie ne peut pas faire cela en Ukraine, qui n'a qu'une fraction du budget et des capacités anti-aériennes de l'OTAN. Son soi-disant fleuron de 5e génération a surtout lancé des missiles de croisière et des bombes planantes non guidées depuis l'espace aérien russe, au lieu de contester le ciel près du front. Et à travers tout cela, Moscou continue de tourner. L'UAC, l'agence aéronautique d'État russe, et TASS ont rapporté qu'une version améliorée du Su-57 pourrait devenir le premier avion de 6e génération en service au monde. Viktor Bondarev, ancien commandant des forces aérospatiales russes et désormais président du comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, s'est exprimé publiquement.
le qualifiant de meilleur en termes de caractéristiques furtives, intégrant tout ce qui se fait de mieux dans la science aéronautique moderne. Voici un homme qui décrit un avion dont le brevet du fabricant confirme qu'il a la même surface équivalente radar qu'un missile de croisière. Cela montre jusqu'où va la propagande russe lorsqu'il rebaptise un chasseur de 4e génération en appareil de 6e génération à l'épreuve du temps, alors que même les États-Unis ne l'ont pas encore construit. Donc non, le Su-57 félin n'est pas un joyau de la couronne. C'est un symbole de ce qui se passe lorsqu'un complexe militaro-industriel construit sur les bases de la guerre froide essaie de rivaliser avec l'ingénierie aérospatiale occidentale du XXIe siècle, tout en absorbant simultanément le choc des sanctions, la diminution de la capacité de production et une guerre d'usure qui consomme des ressources qu'il ne peut pas remplacer. La Russie dispose de moins de 35 Su-57 opérationnels après des années de production. Son unique client à l'exportation n'a reçu que 2 avions en quelques années. Ces moteurs ont 10 ans de retard sur le calendrier. Ses performances furtives sont documentées comme étant 1000 fois inférieures à celles de l'avion avec lequel il était censé rivaliser. Les premiers acheteurs se désistent, et la Chine est déjà en train de les attirer. Mais le Su-57 n'est que le début de la débâcle de l'armée de l'air russe. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo, et assurez-vous de vous abonner à The Military Show, pour plus d'actualités quotidiennes sur tous les sujets liés à les conflits armés dans le monde et à la géopolitique.